Jung était un clinicien exceptionnellement perspicace et une personnalité singulière, caractérisée par son introversion, sa vision, sa grande ouverture d'esprit et son intellect hors du commun. Chaque fois que je le lis, cela me rappelle l'expérience de lecture des écrits de Nietzsche, surtout son Zarathustra. Il est si brillant qu'il est capable de trouver des réponses à des questions que vous n'auriez même pas imaginées. Ce ne sont pas seulement des réponses que vous ne comprenez pas, mais des questions que vous n'avez jamais conçues. C'est réellement une expérience de lecture remarquable. Une personne telle que celle-ci, qui exprime un mystère, suscite de nombreuses réflexions surprenantes, et ce, même s'il est parfois, disons, très ésotérique. Mais en même temps, c'est aussi ce qui en fait sa force. En effet, il était très versé dans le corpus de la pensée astrologique, dans ce que ce genre de personne appelle la pensée alchimique, mais en même temps qui fait constamment référence à de la littérature plus classique. Inutile de vous dire que son éducation était d'une ampleur que peu de personnes connaissent encore de nos jours, pour faire une petite référence à ma dernière vidéo. Rencontrer Jung est une expérience à la fois intimidante et effrayante, je trouve. Surtout quand on commence à découvrir son travail sur les archétypes de l'inconscient collectif. Je dis effrayant parce que Jung, en tant que visionnaire, a été capable de percer les structures sociales et d'observer ces modèles profonds. Des modèles qui se sont développés à travers les millénaires et qui peuvent parfois sembler surprenants mais aussi un peu dérangeants, surtout quand on tient en compte le fait que Jung est un penseur qui formule tout sous forme de symboles, parfois un peu étranges. En lisant ces textes, on se pose souvent la question: comment l'auteur a-t-il pu acquérir ces connaissances et surtout, les comprendre? Eh bien, en fait, je pense que cela est justement dû à cette utilisation d'une pensée moins rationnelle. Mais qui, comme je vous le disais, s'appuie tout de même sur la littérature classique. Et je crois que c'est l'utilisation des symboles qui entrent en résonance avec peut-être la réalité de la nature et de la société qui lui a permis une telle maîtrise du sujet. Mais bon, cela ne veut pas dire que je comprends bien toujours comment il est arrivé à ces conclusions. Ce qui est, j'imagine, le souci des penseurs moins rationnels. En cela, il me rappelle Nietzsche, surtout dans son Zarathustra. Tout comme Nietzsche d'ailleurs, Jung était un visionnaire. Ce qui signifie que, selon moi, il était capable de percevoir des choses au-delà de la compréhension commune. Au-delà de ce que vous et moi pourrions jamais percevoir. Dans la plupart des cas, mes réflexions s'articulent en mots, bien que je puisse occasionnellement recourir à des images, notamment lorsque je fais quelque chose de physique. Je suis capable d'adopter une pensée imagée de manière quasi instantanée et rapide, mais cela ne correspond pas nécessairement à ma façon de penser habituelle. Quand on étudie de la littérature, ou de la philosophie par exemple, ce qui au passage est très rare pour des gens comme moi, on est bien obligé de changer notre mode de pensée vers un style hyperverbal. Je passe donc assez facilement d'une pensée visuelle à celle des mots. Si avant de vous parler des rêves, je prends un moment pour réfléchir à la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, pensons et percevons le monde. Eh bien, vous verrez que cette question de la pensée en mots ou en images est particulièrement pertinente lorsque nous explorons l'œuvre de Jung. Et c'est une idée que vous devez garder en tête quand on parlera de son interprétation des rêves plus tard. Je pense que le secret de Jung est qu'il était un homme de lettres classiques accompli et qu'il avait la capacité naturelle de penser à la fois en mots et en images. Jung démontrait un génie dans ce domaine de la réflexion. De plus, il comptait de nombreux visionnaires parmi les membres de sa famille. Je me questionne sur l'influence de l'hérédité dans ce domaine, ainsi que sur la nature de cette spécialisation neurologique. J'imagine que cette aptitude pourrait être liée au trait de personnalité de l'ouverture d'esprit, caractérisée par des idées intéressantes et un attrait pour l'esthétique. Et donc, il est probable que les individus les plus intéressés par l'esthétique soient de nature visionnaire, envisageant le monde en termes d'images. Si cela vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers assez ésotérique de Carl Jung. Plus précisément, j'aimerais passer en revue quelques éléments de sa théorie sur l'interprétation des rêves, une composante essentielle de son travail qui a quelques idées originales et intéressantes portant sur la psyché humaine. Si vous avez déjà été intrigué par vos rêves, ou si vous cherchez à comprendre ce que Jung a pu dire sur ce qui se cache dans les profondeurs de votre inconscient,
Alors entrons ensemble dans le monde mystérieux des rêves, selon Carl Jung. Il écrit : Nous vivons aussi dans nos rêves. Nous ne vivons pas seulement le jour. Parfois, c'est en rêve que nous accomplissons nos plus grandes actions. Une question qui a toujours éveillé ma curiosité était la suivante. Les rêves sont-ils le produit d'une activité cérébrale aléatoire ou un effet secondaire de l'esprit qui consolide ses souvenirs ? Sont-ils, comme l'a suggéré Freud, l'expression de souhaits et de désirs refoulés ? Ou y a-t-il quelque chose de plus riche et de plus significatif dans les rêves qui échappe à la plupart des gens d'aujourd'hui ? A priori, ça n'a pas l'air d'être une question essentielle. Mais Carl Jung, lui, y croyait. Et dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les rêves sont d'une importance plus grande que ce que l'on pourrait penser a priori, à la fois pour notre santé mentale et physique. Puis, comment l'art de l'interprétation des rêves peut parfois être utile pour mieux comprendre notre vie et notre psyché. Ce n'est qu'à l'époque moderne que le rêve, ce produit de la psyché à l'aspect fugace et insignifiant, a fait l'objet d'un mépris aussi profond. Autrefois, il était considéré comme un signe avant-coureur du destin, un présage et un réconfort, un messager des dieux. Aujourd'hui, nous le voyons comme l'émissaire de l'inconscient, dont la tâche est de révéler les secrets qui sont cachés à l'esprit conscient, et il le fait avec une complétude stupéfiante. L'interprétation des rêves faisait partie intégrante de l'approche thérapeutique de Jung. Dans son séminaire sur les rêves, Jung affirme que les rêves sont des messages envoyés par l'inconscient. Ainsi, pour saisir la signification des rêves, il faut comprendre comment Jung conçoit la psyché inconsciente. Dans une conférence donnée en 1934, Jung écrivait « C'est comme si notre conscience était un bateau sur la grande mer de l'inconscient. Le destin d'un navire est partiellement déterminé par l'activité de la mer et, de la même manière, la direction de notre vie est fortement influencée par l'inconscient. De plus, tout comme la mer contient des ressources, des trésors et des dangers qui ne sont pas facilement visibles à la surface, des potentiels de bien et de mal sont cachés dans les profondeurs de notre inconscient. Selon Jung, le développement psychologique est facilité par le fait d'amener les contenus inconscients à la lumière de la conscience, car cela enrichit notre personnalité consciente, accroît notre connaissance et favorise l'intégrité psychologique. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Plus que tout autre phénomène, les rêves peuvent faciliter ce processus, car ils agissent comme une fenêtre sur l'inconscient, ou comme l'explique Jung. Le rêve est une représentation spontanée, sous forme symbolique, de la situation actuelle dans l'inconscient. Le rêve est spécifiquement l'expression de l'inconscient. Le fait de prêter attention à nos rêves, et donc de rendre plus conscient l'inconscient, apporte donc de nombreux avantages. L'un d'entre eux est que les rêves contiennent des informations que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas voir dans la vie éveillée. Lorsque nous dormons, l'âme est entièrement éclairée par de nombreux yeux. Grâce à eux, nous pouvons voir tout ce que nous ne pouvions pas voir pendant le jour. Les intuitions ou les sentiments instinctifs, qui ne sont pas traités consciemment, les intuitions subtiles sur le véritable caractère des autres personnes, ainsi que les angles morts et les auto-illusions qui inhibent notre développement sont autant d'exemples d'aperçus que notre inconscient peut révéler dans les rêves. Cette capacité du rêve à révéler des connaissances autrement inaccessibles à la conscience éveillée est la raison pour laquelle, à travers l'histoire, selon les mots de Jung, le rêve a été considéré comme un oracle qui dit la vérité. Ou comme Jung l'explique plus en détail, l'inconscient est l'être obscur qui entend ce que nos oreilles conscientes n'entendent pas, et qui voit ce que nos yeux conscients ne perçoivent pas. Nous ne prenons conscience de cette écoute inaudible, de cette vision invisible, que lorsque l'inconscient nous envoie ces images oubliées dans les rêves. Pour Jung donc, les rêves sont des fenêtres sur l'inconscient. Mais également, les rêves nous renseignent également sur la santé ou la maladie de notre corps. En effet, l'inconscient est intimement lié à la biologie du corps et participe à la régulation du fonctionnement des organes. Il est donc capable de détecter des anomalies subtiles dans le corps
et il n'est pas rare que l'inconscient révèle ces anomalies dans les rêves, bien avant que des symptômes manifestes ne se manifestent. Il n'est pas facile d'établir des diagnostics organiques à partir du matériel onirique, bien qu'il existe de nombreux exemples frappants de telles prédictions. Le rêve d'une explosion intérieure précédant la fuite d'un anévrisme aortique, l'apparition de figures oniriques atteintes d'une maladie de la vésicule biliaire avant que cette maladie ne soit suspectée chez le rêveur, etc. Les rêves peuvent également nous avertir du type d'avenir qui pourrait se manifester si nous continuons à nous fourvoyer. Jung suggère que les rêves ont une fonction prédictive ou avertissante, non pas parce qu'ils sont magiques ou préscientifiques, mais parce qu'ils sont capables de capter des signaux subtils ou des changements dans notre inconscient que notre esprit conscient pourrait ne pas remarquer. En d'autres termes, les rêves peuvent révéler des informations sur des situations ou des crises à venir que notre conscience n'a pas encore perçues. Jung souligne également le potentiel créatif des rêves, en montrant que de nombreuses avancées importantes dans divers domaines, comme la science, la philosophie et les arts, ont été inspirées par des rêves. Selon lui, les rêves peuvent servir de source d'inspiration et de révélation, ouvrant la voie à des découvertes et des créations innovantes que le conscient seul n'aurait peut-être pas pu conceptualiser. L'histoire de la philosophie, de la science, de l'art et de la littérature nous apprend que de nombreuses grandes créations et découvertes ont été inspirées par des rêves. Le chimiste russe Mendeleïev aurait appris en rêvant l'ordre correct des éléments en fonction de leur poids atomique, par exemple. Et Carl Jung lui-même a souvent utilisé cette méthode. Et on sent bien que beaucoup de ces idées, pour le moins ésotériques, sont des idées qui semblent toutes sorties ou conçues dans des rêves. En fin de compte, les seuls événements de ma vie qui méritent d'être racontés sont des expériences intérieures, parmi lesquelles j'inclus mes rêves et mes visions. Elles constituent la prima materia de mon travail scientifique. Selon Jung, les rêves ont la capacité de nous extraire d'une réalité quotidienne étouffante et d'une perspective trop limitée sur le monde. Il distingue certains grands rêves comme étant particulièrement marquants et mémorables, pouvant même compter parmi les expériences les plus enrichissantes de notre vie. Ces rêves ont souvent une portée religieuse ou spirituelle, offrant des insights sur des questions existentielles et pouvant transformer notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La psychologue suisse Marie-Louise von Franz a d'ailleurs déclaré à propos des grands rêves : « Il arrive que l'on fasse un rêve si éloigné de sa vie, si lumineux, le mot préféré de Jung pour désigner une expérience intensément émouvante, et si étrange et troublant qu'il ne semble pas appartenir au rêveur. C'est comme une visite d'un autre monde, ce qu'il est en vérité, l'autre monde étant le monde souterrain de l'inconscient. » Dans l'Antiquité, et encore aujourd'hui chez certaines personnes, de tels rêves sont considérés comme des messages des dieux ou des figures ancestrales. Ces rêves sont appelés grands rêves par Jung. Le terme numineux a été utilisé par Jung pour décrire des expériences qui invoquent un sentiment de la présence du divin ou du sacré. En gros, le concept du numineux est une qualité d'expérience qui touche à des dimensions plus profondes de la psyché, suscite une sorte d'émerveillement ou de terreur sacrée, et nous relie à des éléments universels de l'expérience humaine. Bon. Bien sûr, les grands rêves sont rares. La plupart des gens n'en font qu'une poignée au cours de leur vie. Les rêves qui peuplent le plus souvent nos heures de sommeil sont ce que Jung a appelé des rêves compensatoires. La fonction de ces rêves est de compenser ou de corriger l'unilatéralité, les erreurs, les déviations ou autres déficiences de notre attitude consciente. En d'autres termes, les rêves compensatoires, tels que décrits par Carl Jung, sont des rêves qui servent à équilibrer ou à corriger les déséquilibres, les lacunes ou les erreurs de notre conscience et de notre attitude consciente. Ils sont souvent en contraste avec nos pensées, nos émotions ou nos comportements habituels, agissant comme une sorte de mécanisme d'autorégulation psychique. Jung croyait que notre psyché avait tendance à s'efforcer vers l'individuation, un processus de développement personnel et d'épanouissement
qui implique l'intégration de toutes les parties de soi-même, y compris les aspects moins conscients ou refoulés. Les rêves compensatoires agiraient comme des aides dans ce processus en mettant en lumière des éléments négligés ou en corrigeant des attitudes excessives. Par exemple, si une personne avait tendance à être trop dominante et contrôlante dans sa vie éveillée, elle pourrait avoir des rêves compensatoires qui mettent en avant des scénarios où elle se retrouve dans une position de vulnérabilité ou de soumission. Ces rêves viseraient à rééquilibrer son attitude consciente en la poussant à prendre conscience de ces aspects moins développés de sa personnalité. En résumé, les rêves compensatoires, selon Jung, servent à rétablir un équilibre psychique en confrontant notre conscience avec des éléments ou des attitudes sous-représentées ou excessivement représentées dans notre vie éveillée. Ils font partie intégrante du processus d'individuation et de croissance. Et plus notre esprit conscient est inadapté à la réalité, et plus nous nous dérobons aux tâches de la vie, plus nous serons visités par des rêves de nature compensatoire. Marie-Louise von Franz déclarait « Lorsque nous prêtons attention à nos rêves, une tendance autorégulatrice de l'âme entre en jeu, qui contrebalance l'unilatéralité de la conscience ou la complète, de sorte qu'une sorte de plénitude et d'optimum de vie est atteint. » Laissez-moi vous donner quelques exemples qui aideront à clarifier ce point. Il arrive souvent qu'un homme qui ne remplit pas ses devoirs de père fera des rêves où ses enfants le détestent, afin de lui faire prendre conscience qu'il se dérobe trop à l'une des tâches les plus importantes de sa vie. Ou encore, dans le cas d'un homme qui approche de la trentaine et qui vit encore chez ses parents par exemple, ou qui en dépend encore trop. Il arrive souvent que ce genre d'homme fasse des rêves qui le représentent comme un enfant plus jeune et sans défense, ou en train de s'étouffer. Et selon Jung, cela peut être interprété comme des métaphores de sa situation réelle. Ces rêves pourraient servir à lui faire prendre conscience de son manque d'indépendance et de son incapacité à se développer en tant qu'adulte autonome. Le fait de se voir comme un enfant sans défense ou étouffé à mort dans ses rêves peut symboliser le sentiment d'être piégé ou entravé par des dépendances familiales ou des schémas de comportement néfastes. Ces rêves peuvent agir comme un signal d'alarme pour lui rappeler l'importance de prendre des mesures pour gagner en indépendance, s'affirmer en tant qu'adulte et résoudre les problèmes qui le maintiennent dans cette situation périlleuse. Je vous donne un dernier exemple. Chez une femme qui s'identifie trop à sa persona, c'est-à-dire à l'image qu'elle projette socialement et qui correspond souvent aux attentes de la société. Une personne qui vit au travers des réseaux sociaux comme on dirait de nos jours. Eh bien, il peut lui arriver de rêver à des comportements immoraux ou de crimes qui mettent en scène certains aspects refoulés. Ce sont des rêves, souvent perturbants, qui servent à confronter la personne à des aspects d'elle-même qu'elle préfère ignorer ou nier. La fonction compensatoire des rêves offre une aide bienvenue. Les rêves compensatoires éclairent la situation du patient d'une manière qui peut être extrêmement bénéfique pour la santé. Ils lui apportent des souvenirs, des idées, des expériences, réveillent des qualités dormantes de la personnalité et révèlent l'élément inconscient de ses relations. Il est donc rare que celui qui a pris la peine de travailler sur ses rêves reste sans enrichissement et sans élargissement de son horizon mental. Mais si les rêves sont des messages significatifs envoyés par l'inconscient, pourquoi sont-ils si difficiles à déchiffrer ? Pourquoi l'inconscient ne nous présente-t-il pas ces messages sous une forme plus facile à comprendre pour notre esprit conscient ? Eh bien, c'est un point essentiel. Si votre esprit conscient est capable de rationalité et de logique, et donc de langage, l'inconscient, lui, est par nature irrationnel. Il ne fonctionne pas du tout selon les lois de la logique et communique principalement par des symboles et non par des mots, comme je suis en train de le faire. Comme une plante produit sa fleur, la psyché crée ses symboles. Chaque rêve est la preuve de ce processus. Le fait que le conscient et l'inconscient communiquent dans des langages différents explique pourquoi les rêves sont si énigmatiques pour notre conscience. Mais ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas entièrement la signification des symboles qui nous sont présentés dans les rêves qu'ils ne nous influencent pas. En effet, tout comme les contes de fées, les mythes, les enseignements religieux et les rituels transcendent la compréhension rationnelle et influencent les êtres humains depuis des milliers d'années, les rêves peuvent influencer le cours de notre vie,
même si nous ne les comprenons pas entièrement. Les rêves ouvrent la voie à la vie et ils vous déterminent sans que vous compreniez leur langage. On objecte souvent que le rêve doit être inefficace si le rêve n'est pas compris. Ce n'est pas si sûr, cependant, car beaucoup de choses peuvent être efficaces sans être comprises. Mais il ne fait aucun doute que nous pouvons accroître considérablement son effet en comprenant le rêve, et cela est souvent nécessaire parce que la voix de l'inconscient est si facilement inaudible. Pour comprendre ces rêves et renforcer ainsi leurs effets, il est conseillé de prendre l'habitude de noter ces rêves dès le matin. Lorsque nous rencontrons un rêve qui nous semble particulièrement significatif, nous pouvons nous livrer à ce que Jung a appelé l'amplification des rêves. L'amplification d'un rêve consiste à réfléchir sur ses rêves. En y réfléchissant, on parvient à tisser autour de lui et de ses idées, des concepts et des associations. Il peut s'agir de se remémorer des souvenirs que nous pensons liés au rêve, de laisser notre intuition spéculer librement sur sa signification, ou de se demander si le rêve est lié à une tâche que nous n'accomplissons pas, ou s'il compense une attitude consciente qui n'est pas adaptée aux exigences de la vie. Un point intéressant selon Jung est que cette interprétation des rêves est facilitée par la connaissance de la mythologie et de la religion, par exemple. En effet, il semble que les grands rêves sont souvent composés de symboles et de motifs récurrents que l'on retrouve dans les religions et les mythes de toutes les cultures. L'interprétation fait tilt. Quand on a le sentiment qu'elle correspond absolument à la réalité, on sait qu'on est sur la bonne voie. Ou comme von Franz l'explique à propos de la méthode d'amplification des rêves de Jung, Jung n'interprétait pas ses rêves en se faisant immédiatement une idée claire de ce qu'ils signifiaient. Au contraire, il les portait en lui, vivait pour ainsi dire avec eux intérieurement et leur posait des questions. S'il rencontrait dans un livre ou dans une expérience extérieure quelque chose qui lui rappelait l'image d'un rêve, il l'ajoutait pour ainsi dire à cette image, de sorte qu'un tissu d'idées se développait, d'une richesse sans cesse croissante. Si nous prêtions plus d'attention à nos rêves et consacrions plus de temps à leur compréhension, nous posséderions un antidote efficace contre de nombreux problèmes mentaux collectifs de notre époque, selon Jung. En effet, selon l'analyse de Jung, la plupart des maux de la société moderne, qu'il s'agisse de maladies névrotiques, endémiques, d'illusions de masse, de lâcheté généralisée au sein de la population, d'une sensibilité extrême à la propagande ou d'une obéissance moutonnière à des figures d'autorité corrompues, sont le résultat d'une dangereuse déconnexion entre l'esprit conscient et l'inconscient. D'une perte d'un certain bon sens paysan qui résulte du mépris pour ces sujets liés à l'époque moderne et à son manque de symbolisme. L'homme moderne aurait perdu le lien avec ses instincts de base, notamment ceux hérités de ses ancêtres. Cela signifie également qu'il aurait perdu le contact avec une forme de sagesse et de bon sens qui s'est développée au fil de millions d'années d'évolution humaine. Or, comme ce sont les rêves qui aident bien souvent à renouer des liens avec cette base de données ancestrale de notre être, plus nous prêtons attention à nos rêves et plus nous trouvons une certaine richesse et une sagesse intuitive, souvent nécessaires pour prospérer dans cette société malade. Ou comme l'explique Jung, les rêves sont des produits impartiaux et spontanés de la psyché inconsciente qui échappent au contrôle de la volonté. Ils sont la nature pure. Ils nous montrent la vérité naturelle, sans phare, et sont donc aptes, comme rien d'autre, à nous redonner une attitude conforme à notre nature humaine fondamentale, lorsque notre conscience s'est trop éloignée de ses fondements et qu'elle se trouve dans une impasse. La perspective de Carl Jung sur l'importance des rêves dans la compréhension de soi et la résolution des problèmes mentaux et sociaux est en effet significative. Jung croyait fermement que les rêves étaient un moyen précieux de reconnecter l'esprit conscient avec l'inconscient, de restaurer un équilibre psychique et de retrouver une sorte de sagesse intuitive qui pourrait être perdue dans le tumulte de la société moderne. Dans le contexte de la société moderne, où de nombreuses personnes peuvent se sentir déconnectées de leurs instincts et de leur nature profonde en raison des pressions sociales, de la technologie, de la propagande
et d'autres facteurs, l'approche de Jung mettait en avant l'importance de se réaligner avec cette nature humaine fondamentale. Pour lui, les rêves étaient un moyen de retrouver cette connexion perdue et de restaurer un équilibre psychique nécessaire pour une vie épanouissante et une société plus saine. Voilà, je vais mettre fin à cette vidéo ici. Je ne sais pas si les idées de Jung et ses interprétations vous intéressent ou non, mais je tenais à revenir brièvement sur ses écrits. Même s'ils peuvent sembler dépassés, ou un peu excentriques pour certains, ils ont le mérite d'apporter une perspective unique et précieuse à la compréhension de la psyché humaine, je trouve. Il est important de garder l'esprit ouvert en matière d'idées, notamment en psychologie et en philosophie, car même des idées qui peuvent sembler éloignées de la vision moderne peuvent parfois, mais pas toujours, avoir une certaine valeur pour enrichir sa perception. Merci pour votre attention et à bientôt.